Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 14 mars 2025. Ça veut dire que dans une semaine, nous avons la première journée du printemps. Donc, c'est un bon signe. Finalement, la température s'est mise à monter. Tout rappelle que bientôt, on devrait avoir le printemps. Moi, je sais par expérience, je crois un peu de souvenirs comme ça, que tous les fois que c'est le premier jour du printemps, il neige. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner, mais quand même, voilà, on y est à la belle saison. Ça commence vraiment. Et à partir de la mi-avril, je crois, la ville autorise la sortie comment dire, des tables et des chaises sur le trottoir, enfin, pour prendre finalement, je ne sais pas, une bière ou quelque chose comme ça, à l'extérieur. Donc, c'est un signe très positif, finalement, tout ça. Qu'est-ce qu'il fait le marché? Le marché, ça fait depuis quelques jours qu'il s'est mis à tomber. On dit que c'est l'effet Trump de tout ce qui est ces tarifs et puis tout ça, tarifs qui vont, qui viennent, enfin, c'est jamais sûr, enfin, pas clair. Peut-être la seule chose sûre, c'est que le champagne va coûter 200 fois de plus, ou je sais pas, une chose comme ça. Euh, enfin, mais on ne sait pas trop là. La conclusion, c'est que le marché s'est mis à se corriger. Donc, il a perdu, hier, il avait perdu 10% par rapport au sommet qu'il avait fait, ça fait pas longtemps, là, un sommet. Donc, finalement, une baisse de 10%, ça veut dire que le marché, soi-disant, techniquement, est en correction. En réalité, il est tellement descendu et vite qu'aujourd'hui, il a rebondi à la hausse. Donc, et finalement, la conclusion, une longue expérience qu'on a, Gary et moi, dans le marché, c'est que finalement, il faut prendre ça avec un grain de sel. C'est-à-dire, on joue un peu à la baisse du marché, puis il y a des gens qui en profitent de ça en shortant le marché. Puis quand ils trouvent que le marché est fatigué de tomber, ben, ils rachètent, donc le marché remonte. Et puis, c'est tout. Entre-temps, il faut dire, c'est pas que l'économie va mal, c'est pas qu'il y a du chômage où les gens ne mangent pas. Il y a, finalement, il y a rien de vraiment négatif, là, sauf beaucoup de crainte. La crainte, et puis on joue sur la crainte, finalement, pour mettre le marché en bas. Voilà. Nous, dans notre hypothèse de travail, c'est qu'on trouve qu'il ne faut pas liquider les positions parce qu'on ne pense pas qu'on s'en va vers une catastrophe, loin de là. Et puis, euh, et puis c'est tout. Donc, on garde les positions. Et puis, parce que si on se met à vendre les positions en perte, la conclusion, c'est qu'après, quand on les rachète et ça remonte, on les rachète plus haut que le bas qu'il a fait. Donc, c'est deux pertes. Donc, ça, c'est un avertissement pour tout le monde, investisseur. Euh, Vu que si vous avez un produit de qualité, finalement, nous, on fait juste des fonds négociés en bourse. Donc, finalement, ce sont des indices de bourse. C'est difficile de penser qu'un indice de bourse qui comprend un certain nombre, parfois des centaines de titres, puisse tomber à zéro ou encore que les États-Unis s'en vont en faillite ou des choses comme ça. Ça, c'est des affaires un peu de journalistes, mais dans le concret, non, ça se va. Donc, on pense que oui, s'il se corrige, c'est bien, il se corrige, mais il a tellement monté que c'est normal qu'il se corrige un peu. Après, il va remonter. Et voilà. De quoi on va parler aujourd'hui? On va parler de l'hypothèse de Thibault. Monsieur Thibault, c'est un monsieur qui est mort jeune, à 48 ans. C'était un économiste. Et puis, euh, tout ce qu'il a proposé finalement dans sa vie d'économiste, c'est il était encore étudiant quand il a fait un article, je crois, enfin, dans lequel il parlait de quelque chose qui était typique de l'époque. Donc, nous sommes en 1900, parce qu'il dit la première page que l'hypothèse de Thibault développée en 1956, donc voyez, 1956 c'est vraiment loin, suggère que les individus choisissent leur lieu de résidence en fonction des services publics et de la fiscalité. Mais qu'est-ce qu'il y avait dans les années 50? Il faut dire que dans les années 50, surtout à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu quand même un boom économique. Il y avait énormément de vétérans, finalement, qui cherchaient une maison. Ensuite, il y avait beaucoup de changements dans la société. La conclusion, c'est que finalement, on s'est mis à produire comment dire, des maisons finalement standardisées. Un peu comme, mettons, 50 ans avant, Monsieur Ford, des voitures Ford, avait appliqué le Taylorisme pour faire des voitures. Le Taylorisme, c'était quoi? C'est-à-dire, avant le Taylorisme, les ouvriers produisaient une voiture à la fois. Et c'était les mêmes ouvriers qui montaient tout dans la voiture et tout ça. Donc, on produisait une voiture à la fois en entier. Le Taylorisme, c'était non. Il dit non. On va spécialiser, on fait une chaîne de montage
Et dans la chaîne de montage, finalement, c'est la voiture qui se déplace et puis les gens restent assis, pas assis, mais ils sont toujours au même endroit et ils font le même travail. C'est-à-dire, un met je sais pas, la roue, l'autre met le moteur, l'autre met. Mais finalement, c'est toujours les mêmes tâches que chacun fait. Ça, c'était le taylorisme. Ça a permis de produire des voitures, finalement, une grande quantité. Eh bien, dans les années 50, c'est ça qui est arrivé aussi. Il y a aux États-Unis, il y a une famille de constructeurs qui s'appelle Levitt, Levitt. Et cette famille-là avait conçu de construire des maisons parce qu'il y avait un grand besoin de maisons. Il y avait enfin, le monde a changé beaucoup et en même temps, il y avait tous ces vétérans qui avaient aussi des prix spéciaux, je crois, s'ils voulaient investir dans une maison et puis tout ça. Donc, la conclusion, cette famille Levitt, elle s'est mise à produire des voitures. Notez bien, j'ai pris note parce qu'avant que je l'oublie, ils ont produit 140 000 maisons. Imaginez, 140 000 maisons. Des maisons quoi? Unifamiliales, c'est-à-dire ce qu'on appelle un bungalow. C'est-à-dire le petit terrain, le petit jardin, puis avec la maison, et puis tout ça. Et puis, donc, ça, c'est finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait avec toutes ces maisons-là? Notez bien, ils construisaient à peu près une maison à tous les 16 minutes, parce que c'était une production standardisée. C'est-à-dire, il y avait une équipe d'ouvriers qui faisait, je ne sais pas, les fondations de la maison en béton, tout ça. Un autre mettait les murs, un autre. Finalement, c'était toujours les mêmes équipes qui faisaient le travail spécialisé. Et donc, c'était une sorte de taylorisme dans la construction des maisons. Et c'était un boom, ça a été un boom. Donc, parce qu'il faisait 36 maisons, notez bien, il faisait 36 maisons par jour. Et donc, ça allait vite. Mais ils en ont fait beaucoup. Donc, je vous dis, ils en ont fait un grand total de 140 000 maisons. À présent, où est-ce qu'ils construisaient? Ben, quand ils ont commencé à construire ces maisons, c'était mettons, à Long Island, donc dans l'État de New York, près de la ville de New York. Et ils achetaient un immense terrain, puis là, ils commençaient à construire. Et puis, ils vendaient les maisons. Et ça a été vraiment un boom parce que vraiment énorme. Et finalement, qu'est-ce que ça a créé, ça? Ça a créé ce qu'on appelle les banlieues. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de banlieue avant. Là, il y avait la ville et puis il y avait la campagne, puis c'est à peu près tout. La banlieue, c'est quelque chose, enfin, un centre habité près, finalement, du centre-ville ou près d'une ville. Grosso modo, c'est ça. Donc, sont nées les banlieues. Et donc, c'est beaucoup de monde qui est allé dans ces banlieues, et puis finalement, ça a créé donc ce qu'on appelle aujourd'hui les banlieues. Donc, donc des petites villes autour d'une grande ville, finalement, quelque chose de comme ça. Donc, ça a été un boom énorme. Donc, ça a créé aussi les routes. Ça a créé, parce que toujours à la même époque, je pense que le président américain qui est arrivé, c'était M. Eisenhower, et lui, il a créé finalement le réseau de routes de tout. Donc, euh, les routes qu'on prend aujourd'hui, si on prend la route pour aller, par exemple, de Montréal à New York, la route 87, c'est une route faite par volonté de Eisenhower de l'époque. Lui, Eisenhower avait été celui qui a fait le débarquement de Normandie durant la Deuxième Guerre mondiale et il avait trouvé que les Allemands avaient été très efficaces avec leur réseau de routes pour se déplacer et tout, et donc, au moins en Allemagne, et donc, il voulait faire la même chose pour les États-Unis. Et donc, il a créé le réseau. Ce réseau de routes-là a favorisé les voitures, a favorisé les banlieues, a favorisé. Finalement, c'était une période de grands changements. Ça s'est arrivé donc dans les années, mettons, fin des années 40, les années 50. Donc, la naissance des banlieues, la naissance des routes, la naissance de beaucoup de production de voitures et aussi la naissance de la télévision, a commencé la télévision. Donc, c'est un moment de grands changements. Donc, dans tous ces changements-là, on voulait ça, M. Thibault, Thibault avait donc développé une théorie. Il suggère que les individus choisissent leur lieu de résidence, donc dans quelle banlieue, au fond, au bout de la ligne, en fonction des services publics et de la fiscalité. Donc, il se crée des banlieues qui avaient donc, comment dire, c'est un peu comme si je parlais, je sais pas, de Candiac ou je sais pas, de Sainte-Catherine, enfin, comme centre. Et puis, entre eux, il y avait une rivalité. Donc, réduire les taxes ou donner plus de services et tout ça. Et ça créait donc mettons, une sorte de mobilité. Donc, l'hypothèse de Thibault,
a été développée en 1956 et c'était dans ce monde-là de création de maisons et puis de routes et puis de changements sociaux. C'était aussi le baby boom, ça commençait le baby boom à l'époque. Donc, suggère que les individus choisissent leur lieu de résidence en fonction des services publics et de la fiscalité. Donc, on quitte la ville et on s'en va en banlieue, mais il y a différentes banlieues qui sont en concurrence entre elles. Donc, regardez, principaux concepts de finalement de choisir finalement la banlieue qui me convient ou déménager de la banlieue où je suis pour aller dans une autre, c'était ça impliquait qu'il y avait les concepts, c'était la mobilité des ménages, c'est-à-dire les gens peuvent se déplacer parce qu'il y a les routes, il y a les voitures, il y a tout ça. Ensuite, la concurrence entre les juridictions locales. Comme je vous dis, moi je cite, mettons, Candiac, Sainte-Catherine, je ne sais pas si je fais bien mon affaire, mais je les connais un peu comme ça, parce que surtout à Sainte-Catherine, il y a un restaurant intéressant, et je connais à Candiac parce que je connais des gens à Candiac. Et donc, pour moi, la banlieue de Montréal, ça se réfère à ces deux cas. Donc, c'est à ces deux entités-là. Donc, c'est la concurrence, il y a une concurrence entre les juridictions locales pour attirer de la clientèle ou des résidents. Ensuite, l'équilibre économique dans les choix résidentiels, justement. Quel est l'avantage, mettons, des taux plus bas, je ne sais pas, des services pour les enfants ou des choses comme ça. Donc, les hypothèses sous-jacentes sont la mobilité parfaite des individus, donc les individus peuvent se déplacer facilement, ils ont une connaissance parfaite des services et des taxes, se supposer que c'est ça, on connaît, mais pas sûr que. Absence d'externalité entre juridictions. Ben, il y a pas de problème entre, mettons, aller vivre dans une banlieue plutôt que dans une autre que de choisir le meilleur des deux banlieues. Finalement, le, la, la- est-ce que c'était bon? Parce que là, je vous montre, je dis tout ça finalement. Mais finalement, est-ce que ce principe-là des banlieues est-ce que c'était bon? Ben, euh, si la critique qu'on fait, c'est que la mobilité est limitée, c'est-à-dire, c'est pas vrai que les citoyens sont si libres de choisir, je ne sais pas, Saint-Bruno plutôt que de choisir, je ne sais pas, Candiac, par exemple. La mobilité est limitée. Les informations imparfaites sur les services publics, ça aussi, on n'est pas toujours bien au courant de ce qui se passe dans ces banlieues-là en termes de loi et tout ça. Et le coût du déménagement élevé, naturellement, pour déménager. Donc, finalement, ça, c'était la critique à la méthode des banlieues. Mais quelles sont les implications économiques? C'est que on a une optimisation des services publics avec les banlieues, concurrence fiscale entre municipalités, ça c'est bon pour les rendre chacune plus intéressante que l'autre, et la segmentation socio-économique potentielle. Ça c'est moins bon, dans le sens que ça peut créer finalement du racisme et puis des choses comme ça. Donc la conclusion, c'est que l'hypothèse de Thibault propose une vision de la concurrence entre les municipalités, mais elle repose sur des hypothèses fortes qui limite son application réelle. Comme on a dit, la mobilité des gens, c'est pas sûr que les gens sont mobiles. À l'époque, ensuite de M. Lévy, c'est quelque chose d'horrible à l'époque, mais aujourd'hui, on est scandalisé à lire ces choses-là. Mais à l'époque de M. Levitt, on parle enfin des banlieues de Levitt ou Levittown. Ils avaient fait une ville qui s'appelait Levittown. Et je pense que c'était donc à Long Island. Et puis, si quelqu'un n'était pas blanc, il ne pouvait pas acheter la maison. C'était juste pour des blancs, rien d'autre que pour des blancs. Ça, aujourd'hui, c'est horrible de penser une affaire pareille. Mais dans les lois de l'époque, il y avait ça aussi. Donc, ça, comme je la critique, c'est que finalement, ça crée une segmentation socio-économique potentielle qui est négative parce que ça n'a pas de sens. Voilà, à l'époque au moins. Et voilà, c'est à peu près tout. Finalement, c'est la naissance des banlieues qui s'est faite en partie aidée par la construction de maisons qui étaient standardisées. Cette famille Levitt, finalement, qui ensuite ils ont fondu avec d'autres compagnies, puis finalement, il s'est disparu aujourd'hui, il n'y a plus rien. Mais cette famille Levitt construisait, comme je vous disais, énormément de voitures, de maisons, et les construisait en ligne avec le principe de Taylor. C'est-à-dire, chaque équipe d'ouvriers était spécialisée à faire une seule job. Donc, ils faisaient, encore une fois, laissez-moi répéter parce que c'est quand même étonnant, 36 maisons par jour, ils faisaient. Et donc, je me souviens, je voyais vu des photos à l'époque, et puis on voyait les gens faisaient la queue pour pouvoir acheter donc les maisons. Et voilà.
Ça, c'était pour vous dire, ça, c'est la naissance des banlieues avec tout ça. Est-ce que c'est toujours bon? Oui, aujourd'hui, ça fait la banlieue est intégrée, à mon avis, à la ville. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre Candiac et Montréal? Ben, il y a 20 kilomètres de différence, mais quand même, c'est vrai que ce sont deux mondes qui apparemment sont différents. La ville est très, très hétérogène dans tout. Tandis que l'autre, à Candiac, c'est plus homogène parce que les gens sont plus stables, je sais pas, une chose comme ça. Mais ça reste que c'est finalement ce qui est intéressant, ce phénomène des maisons de Lévites. Encore une fois, laissez-moi vous répéter si vous voulez voir sur Internet. C'est Levitt. C'est une famille donc traditionnelle finalement qui faisait de l'immobilier. Et puis au bon moment, c'est-à-dire à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, eux ils étaient là et naturellement il y avait beaucoup de monde qui voulait acheter une maison. Grâce au fait qu'il y avait, je sais pas, il y avait peut-être des avantages pour les vétérans. Et puis, on en a ici à Montréal de ces maisons-là. Je ne sais pas où elles se trouvent, c'est sur P9, je crois, le boulevard P9, ou pas loin de là. On voit encore ces petites maisons. C'était ça, les maisons de Lévis. On les a faites ici à Montréal, naturellement aussi. Et voilà, et c'est tout pour cette fois. Donc, à la prochaine.